approche des fêtes de fin d'année, les villages, les villes de France, en tout cas, se partent de leur plus beau marché de Noël. Au programme des chalets, du vin chaud, des produits du terroir et spécialités régionales. Et nous sommes le 6 décembre au Moyen-Âge, se tenait autour de la cathédrale le Sankt-Klausenmarkt, le marché de Saint-Nicolas, durant lequel on distribuait des cadeaux aux enfants. Et avec nous ce soir pour parler de ces marchés emblématiques, on dira directement sur le marché de Noël de Saint-Germain-en-Laye, célèbre pour son ambiance festive et conviviale. Le 25 novembre dernier, c'était donc la deuxième édition de la Winter Party pour lancer les festivités de Noël avec de nombreuses animations, des marchés d'artisans, des rues illuminées, des manèges, des traditionnels chalets de bois, des animations et sa patinoire. Arnaud Péricard sera avec nous, maire de Saint-Germain-en-Laye, dans quelques instants. L'un des plus anciens marchés de Noël d'Europe. Depuis 1570, le marché de Noël de Strasbourg plonge chaque année la ville dans la magie. Avec ses 4 siècles de tradition, c'est le plus ancien marché de Noël de France. 2,8 millions de visiteurs. Guillaume Lipsig, adjoint de la vie associative, l'animation urbaine, la politique événementielle et de Strasbourg, capitale de Noël, sera avec nous. Et il y a un marché de Noël éthique et féerique depuis le 24 novembre. 97 chalets blancs se sont installés dans la rue de la place de la Capitole à Toulouse, parmi les nombreuses animations magiques du village de Noël qui s'étend dans toute la ville. Un marché artisanal et solidaire, des décors recyclables et biodégradables et des éclairages moins énergivores. Et que serait Noël sans les santons? On Absolument. prendra la direction de la Provence, puisque les santons, c'est provençal, mais pas que. On a des santons à Dunkerque, on en a à Perpignan, on en a à Brest, à Strasbourg, à Hendaye et à Menton. Nous serons en compagnie de Michel Bouvier, président de l'Union des fabricants de santons de Provence. J'entends déjà les grillons qui chantent dans le casque, Cécile. Absolument. Même si c'est pas trop la saison. Allez, directement le vin chaud, directement dans les Yvelines. Bienvenue, c'est les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et le marché de Noël, je le disais, de Saint-Germain-en-Laye, célèbre pour son ambiance festive et conviviale. Avec nous, Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir, merci d'être Bonsoir à vous deux. avec nous. On le disait en prélude aussi, le 25 novembre dernier, une fête, c'est la deuxième édition, la Winter Party. C'est quoi la Winter Party ? On a voulu revisiter un petit peu les classiques du marché de Noël. Traditionnellement, on avait ce marché de Noël qui marchait très bien. Et Saint-Germain, c'est une ville de fêtes. Voilà, du temps où Louis XIV, il y avait sa cour, il y avait les fameuses fêtes par Molière, par Lully, par Rameau. Et nous, on a revisité un petit peu tout ça. Et on fait une boum géante, familiale. On a des milliers de personnes qui sont place du marché. On a DJ Bruno, notre célébrité, qui est là et qui anime la fête. Et je dois dire que depuis qu'on a fait ça, ça met du peps dans la ville. Tout le monde est heureux de se retrouver, c'est un lieu de cohésion sociale et on fait la fête, alors jusqu'à 1h évidemment raisonnable, mais on lance les illuminations et on fait une boum géante dans toute la ville. Mais Arnaud Péricard, vous êtes père de Saint-Germain-en-Laye, ville bien connue pour son château, etc. 50 000 habitants dans les Yvelines. Alors on va aller à Strasbourg, là évidemment au marché de Noël, on va mettre en avant peut-être la choucroute, c'est mon petit doigt qui me le dit. À Toulouse, le cassoulet ou la moungetade, c'est les spécialités locales. À Marseille, la bouillabaisse. Quand on est en banlieue parisienne, qu'est-ce qu'on met en avant comme produits locaux et du terroir? Maria Carré, pour commencer. Elle est de Saint-Germain-en-Laye? Absolument. Je vais vous trouver un lien avec elle. Non, on fait un condensé. On a de la chance. En Ile-de-France, en région parisienne, on a des gens, des habitants qui viennent de partout. On a des Strasbourgeois, on a des Toulousains, on a des Marseillais, on a des gens qui viennent aussi de l'arc atlantique. Donc, on fait un petit condensé de tout ça. On a nos spécialités locales également, que ce soit dans le fromage, dans les gâteaux. Ah oui, en plus, ouais, il y a le Debussy, le Saint-Germain. C'est quoi le Debussy, le Saint-Germain? C'est un fromage à la base de crème, je vous en rapporterai, Philippe, il la était prochaine temps, il aurait fois. fallu venir aujourd'hui avec. Mais bon. Et on met tout ça en avant. Mais vous savez, à Noël, ce que veulent les gens chez nous, c'est retrouver des valeurs sûres. Voilà, c'est un point de repère. Noël est par les temps un peu compliqués que nous traversons. Et moi, je l'ai vu sur ces 2 derniers week-ends on a eu peut-être. J'ai jamais vu autant de monde dans les rues avoir envie de faire la fête, avoir envie de partager un verre de vin chaud, partager même une coupe de champagne. On peut boire une coupe de champagne, c'est peut-être la différence à Saint-Germain, c'est qu'on peut boire une coupette de champagne également sur le marché de Noël, mais avoir envie de faire cohésion ensemble. Et c'est ça, à mon avis, qui fait non pas notre marque de fabrique, parce que tous les marchés de Noël font peut-être la même chose, mais c'est d'avoir un condensé de tout ça. On peut boire un Saint-Germain aussi, le cocktail qui porte ce nom-là. On peut boire, exactement, à base de fleurs de sureau. C'est ça. Les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, c'est vrai que l'actualité nous rattrape assez rapidement. Vous le disiez, c'est un moment de cohésion ou finalement de vivre ensemble.
Alors c'est un moment de cohésion, mais vous savez, moi j'ai vécu le moment il y a quelques années, on n'avait pas besoin de sécuriser le marché de Noël. Je ne veux pas revenir sur ce débat-là. Aujourd'hui, on est obligé de filtrer, on est obligé d'organiser un petit peu tout ça. C'est malheureusement un peu dommage, mais il faut faire avec. Donc on s'adapte, on organise, et surtout Noël, c'est peut-être l'un des rares moments où on peut faire la fête en famille, y compris dans la rue. Donc on le voit avec les jeunes enfants, et moi je trouve ça très sympa quand on a fait notre winter party. On voit 3 générations qui sont là, on voit la grand-mère, le grand-père, les parents, les petits-enfants qui dansent ensemble, voilà, pendant des heures et des heures. Et moi, je trouve ça très sympa. Et maintenant, il faut un petit peu de temps pour installer cet événement, mais il est bien installé dans la tradition de la ville. Si vous l'avez en mémoire, le premier marché de Noël, c'était quand à Saint-Germain-en-Laye? Il y a très longtemps. Alors nous, on a évidemment une vieille tradition, et puis on avait évidemment du temps de Louis XIV et de la cour, on avait déjà cette tradition, plusieurs siècles, multiséculaire. Il n'était pas là, hein, Arnaud. Hein, non, Philippe Bilger, oui. Il est parti, on peut le dire. C'est aussi la fête du commerce local qui permet de faire revenir aussi les habitants en centre-ville. Alors c'est très important. Depuis le Covid, nos commerces de centre-ville ont énormément souffert. Je trouve que d'ailleurs on fait peut-être pas assez pour nos commerces locaux et le commerce de détail. Donc c'est un moment où justement on peut refaire venir du monde en centre-ville. Donc on met le paquet sur les illuminations de Noël, on met le paquet sur la décoration, et quoi qu'on en dise, c'est vrai qu'on a parfois un certain nombre de détracteurs qui viennent nous dire qu'il faut faire bien sûr des marchés durables, qu'il faut faire attention aux éclairages, mais la plupart de nos éclairages sont en LED maintenant, donc c'est pas un problème de consommation énergétique. On a du sapin de Noël aussi, maintenant on fait aussi attention. Donc les gens veulent une féerie, et c'est un peu ce paradoxe-là, c'est qu'on veut être durable, on veut être économe, bien sûr, on l'est, mais on veut également faire partie de la féerie, on en veut peut-être toujours un petit peu plus. Et vous faites plein d'animations également, il n'y a pas que ce qu'on peut déguster de manière toujours sympathique, vous avez des concerts, vous avez des animations, des jeux, etc. Parades de rue, des jeux, des animations, des escape games. On fait vraiment pendant 1 mois et demi, on essaye de faire vivre. Particularité ça dure 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais. Particularité de Saint-Germain, c'est que c'est le plus grand centre commercial à ciel ouvert de l'Ouest parisien. Il y a plus de 800 commerces dans le centre de Saint-Germain, ce qui est énorme. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, la chalandise y est importante, beaucoup de consommateurs y viennent de l'extérieur de la ville, donc on se doit, nous, c'est notre responsabilité, de faire vivre nos cœurs de ville, qui plus est un cœur de ville historique. Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles justement qui s'engagent peut-être pour faire des spectacles, en se disant nous aussi on veut participer et donner de notre temps à ce marché de Noël? Beaucoup, les chorales par exemple, les chorales qui sont très volontaires pour faire des marchés de Noël. Et ce qui est intéressant, c'est que d'avoir insufflé cette dynamique, tout l'écosystème autour, les associations ont fait leur propre marché de Noël à côté, en complément, toutes les associations, les paroisses évidemment, ça c'est traditionnel, mais on voit beaucoup d'acteurs, les écoles, les lycées, les collèges, donc tout ça est en train un peu de se généraliser, et ça crée, je pense, une dynamique positive avec énormément. Moi j'étais par exemple samedi dernier au marché de Noël du lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Il y a 14 sections, et je peux vous dire qu'il y a des milliers de personnes tout au long de la journée. Vous voyez les stands danois, suédois, néerlandais, allemands, avec toutes ces traditions qui viennent un peu du monde entier. Voilà, ça crée une dynamique, et on est très heureux en tout cas de l'héberger. Sur la fréquentation, c'est que des gens de Saint-Germain-en-Laye, ou 50% ou 30%, et ça vient un peu alentour? Moi je dirais 40% de Saint-Germain, et les 60% viennent de l'extérieur, donc il faut qu'on s'occupe bien d'eux. Et un spectacle particulier pour le 24? Alors, pour le 24, traditionnellement, chez nous, en plus là, c'est le premier week-end, c'est un dimanche, si je ne m'abuse. Oui. Donc, on aura une tradition, c'est qu'on a notre grand marché central du dimanche matin à Saint-Germain, qui est un des plus beaux et un des plus grands. Je fais beaucoup de prosélytisme pour Saint-Germain, mais c'est normal. C'est normal, hein. Je suis là. Et là, on fait beaucoup d'animations. On va pouvoir manger des huîtres, boire un petit peu de vin blanc, etc. Donc, tout au long de cette journée du 24. Et le 24 après-midi, c'est le dimanche. Donc, ça va un peu se calmer parce qu'il est temps de... Il est temps de mettre la dinde dans le four et de s'occuper un petit peu du réveillon. Et de sa famille. Vous restez avec nous, Arnaud Péricard, bien entendu. Dans un instant, on partira à Strasbourg. L'un des plus anciens marchés de Noël d'Europe, pour vous dire comme il est vieux. En tout cas, il est extrêmement reconnu. On en parle dans un instant. Et puis, on vous garde, Arnaud Péricard. Comme ça, vous pourrez donner votre avis aussi. Allez, à tout de suite. C'est Les Vraies Voix Responsables avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h.
Et avec Philippe David, comme c'est le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, hein, Ah oui. c'est le Noël belge. Absolument. Hein, oui. Voilà. On s'est dit, pourquoi pas ne pas parler des marchés de Noël. Et de Dieu faire sait un s'ils petit- sont beaux en France. Oui, un petit tour de France. On était à Saint-Germain-en-Laye il y a quelques instants. Arnaud Péricard est toujours avec nous, le maire de Saint-Germain. Et direction Strasbourg, l'un des plus anciens marchés de Noël d'Europe, avec notre invité Philippe. Oui, Guillaume Lipsig, adjoint de la vie associative, l'animation urbaine, la politique événementielle et de Strasbourg, capitale de Noël. Guillaume Lipsig, bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio, même si vous êtes à l'Est, vous êtes vraiment les bienvenus sur Sud Radio. Strasbourg, c'est le plus ancien marché de Noël de France, puisqu'il a 455 ans. Comment est-il né ? Il est né en fait à l'initiative des forains qui ont fait un petit marché mobile qui passait de place en place et qui est devenu ce qu'on appelait le Christkindlmerik en alsacien. Et qui effectivement a vécu pendant très longtemps dans cette dimension. Et il y a une quarantaine d'années, nos prédécesseurs ont créé Strasbourg, capitale de Noël, donc plutôt cette opération un peu de développement touristique. Et c'est là qu'on est passé à la vitesse supérieure. Et aujourd'hui, alors forcément, c'est un événement totalement incontournable, je vais dire même en Europe. On accueille à Strasbourg combien de nationalités différentes pendant ce marché ? Alors c'est toujours un peu dur à dire, mais on sait qu'on a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Espagnols, on a souvent des Japonais. On l'a encore vu sur l'organisation cette année. Il y a le retour des touristes grande distance qui vient, et on voit qu'on a eu beaucoup de recherches internet sur l'ensemble des 5 continents. Guillaume Lipsig, 2,8 millions de visiteurs. Ils viennent des 5 continents. Comment est-ce que vous arrivez à faire pour les héberger, etc. Parce que il dure un mois. Il a commencé le 24 novembre, donc il y a une dizaine de jours. C'est des JO tous les ans. C'est les JO tous les ans chez vous à Strasbourg. Comment est-ce que vous faites pour les héberger et gérer toute la logistique qui va bien ? En appliquant une règle simple, celle de c'est Noël toute l'année. C'est-à-dire que le travail qu'on mène avec l'ensemble des services de la ville, mais aussi nos partenaires des réseaux touristiques, il est permanent. Et effectivement, on ne fait pas de promotion. En termes de communication, on fait de l'information pour permettre à chacun et chacune de gérer au mieux son séjour et de le préparer au mieux. Ensuite, il faut savoir que c'est des séjours qui sont plutôt de courte durée, et tout l'enjeu, en fait, c'est la fluidité de la circulation. Et on sait que Strasbourg est aussi la porte d'entrée des marchés de Noël d'Alsace, et donc on travaille de plus en plus aussi avec les autres villes d'Alsace pour mieux répartir un peu ces accueils. Alors la magie a pris depuis des années, puisque aujourd'hui, quand on parle d'un marché de Noël, forcément, Strasbourg est totalement incontournable. Combien aujourd'hui d'exposants finalement, et pendant combien de temps ? On a 300 chalets dans tout le centre-ville. Il y a une douzaine de places qui sont activées. Et alors historiquement, ça pouvait durer encore quelques semaines après Noël, mais pour des raisons de budget de sécurité, pour des raisons de contraintes, pour des raisons aussi de frustration parfois de certains touristes qui pensaient venir alors que la fête battait son plein, alors qu'elle était plutôt en mode démontage. Nous, on se positionne plutôt comme les autres grands marchés de Noël d'Europe, Dresde, Zurich ou autres, et on arrête le 24. Ce qui est complètement cohérent, parce que c'est des marchés de l'Avent qui doivent permettre de faire le meilleur cadeau, le meilleur plat, la meilleure décoration pour le repas, pour la fête de Noël. Quelle est la typologie des exposants ? Est-ce qu'il y a uniquement des produits locaux ? Mettez-nous un peu en appétit, là, il est 19h21. Je sais pas, en Alsace, il y a le Backoffel, la choucroute de navet, etc. Allez-y, Guillaume Lipsig. Allons-y. On est sur 300 chalets, on est sur un tiers de chalets alimentaires. On est plutôt sur une logique de, effectivement, beaucoup de vin chaud, beaucoup d'offres aussi à consommer sur place, en marchant, en déambulant dans le centre-ville. Mais après, effectivement, pour, on va dire, l'alimentation, on prend le temps, on s'assoit, c'est bien sûr dans les très nombreux restaurants du centre-ville que les gens se retrouvent. On est sur des plats typiquement chaleureux, conviviaux et hiver. On est sur le fromage fondu, on est sur le lardon et la crème, des choses qui nous permettent de braver les éléments. Voilà. Alors, du coup, la choucroute, pour avoir un bon corps d'hiver. C'est ça, le winter body. Mais du coup, non, la choucroute, effectivement, vu que ça quand même, faut la respecter, ça prend un peu de volume, ça prend un peu de temps à préparer. On est plutôt en mode resto sur la choucroute. Est-ce que finalement on attend de plus en plus comme un marché comme le vôtre, à chaque fois on se dit, alors j'imagine qu'il y a des gens qui viennent tous les ans, qui chaque fois se disent comment on va faire pour se renouveler, parce que c'est ça aussi, un marché de Noël, c'est de la tradition, mais aussi de changer les choses peut-être un peu tous les ans.
Ouais, c'est un réel enjeu. Pendant longtemps, on avait la notion du pays invité. Malheureusement, peu de pays maintenant ont encore les reins pour venir pendant 4 semaines avec des exposants, des stocks, des outils de promotion, toute la logistique que ça implique derrière. Donc là, on est plutôt à avoir un dialogue avec l'ensemble des grandes villes du Grand Est pour promouvoir un peu les terroirs du Grand Est. Alors ça n'a pas été le cas pendant longtemps. On a maintenant un stand de champagne. J'ai entendu Monsieur le Maire en parler un petit peu avant. On a différents sujets autour de ça. Il y a un peu de crème d'Alsace aussi, rassurez-nous. Évidemment. Mais c'est ça, en fait, l'ambiguïté, c'est que les gens cherchent, en termes de promesses, le Noël authentique alsacien. Ouais. On est le plus vieux marché de France, mais il faut pas oublier que le modèle global de Noël, il est né en Alsace. Le sapin de Noël, on a les documents à la bibliothèque humaniste de Célestat qui prouvent que ça vient d'Alsace. Les boules rouges, c'est les pommes d'Alsace, et on est vraiment sur ce modèle qui a traversé un peu le pays et les continents. On est du coup très attaché à cette fête, et du coup effectivement cet équilibre entre tradition et renouvellement, il est complexe, et on travaille plutôt sur les contenus événementiels, les concerts, les invités, le lancement, les petits coups de théâtre, mais c'est un événement qui cherche vraiment à être très confortable pour les gens. On prend le temps de déambuler, on prend le temps de profiter de la ville, on prend le temps de discuter et de la convivialité. Et après, effectivement, on peut aussi se laisser surprendre par des petites surprises qu'on vous organise. Et Guillaume Lipsig, notre ami Arnaud Péricard a une question à vous poser. On lui donne la parole. Bonjour Guillaume. D'abord, félicitations pour votre marché qui est vraiment un exemple pour beaucoup de collectivités et qu'on aimerait bien, qu'on essaye un petit peu de copier et d'imiter. Mais bon, il va nous demander des droits d'auteur. Faites attention. On a été, nous, régulièrement percutés ou interrogés ces dernières années sur les stands qui ne sont pas des stands alimentaires ou gastronomiques, mais sur le contenu des produits qui étaient vendus. Il y a eu un moment un peu une dérive ou une tentation de faire beaucoup de made in China, de petits gadgets, etc. Et comment vous arrivez à gérer ou à réguler cela ? Ouais, c'est effectivement un vrai sujet. On a en fait une commission mixte de sélection. Il y a 5 élus, 5 représentants du monde économique et 5 représentants des exposants. Et on analyse chaque année les 400 candidatures pour voir un peu ce qu'on veut ou pas. Il y a des nouvelles orientations forcément depuis 2020. La société a changé, le Covid, certaines prises de conscience sur effectivement la provenance des produits. Même les exposants qui font des produits très abordables en termes de budget nous disent, nous, on en a un peu ras la casquette de prendre des produits à très bas coût. Une anecdote, on avait tout un débat sur la boule de Noël, la boule à neige. Et en fait, j'ai un exposant forain qui me dit, un jour, j'en ai acheté 3000 venant de Chine. Et il a gelé, et elles ont toutes implosé dans mon garage, j'ai rien pu vendre. Par contre, ils ont des boules maintenant à 20 € faites en Europe qui fonctionnent bien avec la petite boîte à musique. C'est un dialogue qui est continu, ça prend plusieurs années le changement de modèle, et ce qui doit rester notre boussole, c'est d'avoir des offres pour toutes les bourses et pour toutes les capacités d'achat. Dernière question, vous êtes une ville écologiste, il y a un domaine dans lequel vous avez fait de gros efforts pour le marché de Noël, ce sont les économies d'énergie. Vous accueillez plus de monde mais en ayant baissé votre consommation de 15%, c'est bien ça, Guillaume Lipsig ? Ça m'intéresse pour la maison, allez-y. Ouais. C'est tout à fait ça. Alors normalement on était sur une fréquentation de 2,5 millions. On a la certitude d'avoir été à 2,8 millions l'an dernier. Et on l'a fait en ayant fait 15% d'économie d'énergie. Comme le disait Monsieur le Maire, on est en LED depuis des années, c'est pas ça le sujet. On a retravaillé en fait sur les implantations, c'est qu'il y a des places qui étaient extrêmement chargées, on les a un petit peu réparties différemment pour en mettre ailleurs. On travaille en partenariat avec les vitrines des commerçants pour faire les illuminations, donc on a bien travaillé les cartographies. Ensuite, il y a un décret qui est tombé en mars 22 sur tout ce qui est interdiction de chauffer les terrasses dans les bars et les restos. Ce décret, il concerne aussi les structures événementielles extérieures. En gros, ça dit, on va arrêter de chauffer de l'air extérieur à température ambiante, ça ne sert à rien. Donc, on a eu tout un débat avec les exposants sur le chauffage. Les alimentaires s'en sortent bien, les petits artisans ont un peu plus de difficultés. Mais effectivement, entre le travail sur les horaires, une meilleure cartographie, le travail sur le chauffage, le fait aussi de responsabiliser les commerçants en leur rappelant la facture d'électricité et en leur montrant des compteurs chalet par chalet, ça peut aider. Et effectivement, tout ça additionné fait qu'on a vraiment progressé sur le sujet.
Merci beaucoup. Merci Guillaume beaucoup Lipsig, et tout d'avoir le été meilleur avec pour ce marché de Noël 2023. Absolument, adjoint à la vie associative, l'animation urbaine, la politique événementielle et de Strasbourg, capitale capitale de Noël. Merci beaucoup. En tout cas, l'année prochaine, on sera à Saint-Germain-en-Laye, mais on sera aussi à Strasbourg avec vous. Il y a des bonnes choses à déguster. Vous restez avec nous dans un instant. On change de région, on part en Occitanie, direction Toulouse. Oui, au Montpaïs, au Toulouse. Allez, à tout de suite. Petite pause, on revient dans un instant. Les vraies voix responsables jusqu'à 20h. Avec Philippe David, on a décidé de vous emmener, vous faire un tour de France des marchés de Noël. Forcément, le 6 décembre, la Saint-Nicolas, forcément le Père Noël est déjà arrivé chez nos amis belges. Peut-être qu'il va arriver un petit peu avant chez nous, mais ça m'étonnerait, puisque c'est tous les ans la même date. Arnaud Péricard est avec nous, le maire, j'allais dire le maître, mais non, le maire de Saint-Germain-en-Laye, et direction Toulouse pour le marché de Noël éthique et féerique. Et c'est Johnny Dunal qui est avec nous, conseiller municipal en charge de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à tous, merci. Et alors, en quelle année est né? Alors, j'ai passé la moitié de ma vie à Toulouse, donc le marché de Noël, je l'ai très bien connu là-bas, place du Cap, comme disent les Toulousains. En quelle année est né le marché originel de Toulouse, place du Capitole, puisque maintenant, il y en a désormais 3 autres, et on va en parler après. Oui, alors nous, on n'a pas un passé immense, mais enfin, depuis l'année 2000, pile l'année 2000, le premier marché est né à Toulouse sur la place du Capitole. Voilà, c'était le premier marché en 2000, donc ça fait 24 ans, c'est un succès grandissant chaque année, et voilà, un succès tel qu'aujourd'hui, on commence à s'étaler un petit peu sur d'autres places, d'autres sites de la ville de notre ville. Pardon. On attire combien de personnes à Toulouse? C'est assez énorme, j'imagine. Oui, c'est assez énorme. Je pense qu'on a une fréquentation. L'année dernière, on a eu une fréquentation de plus de 1,5 million sur l'ensemble des villages qu'on a fait. Donc, c'est pas Strasbourg, mais quand même, pour Toulouse, c'est un gros succès. Les Toulousains aiment se retrouver, ils aiment sortir dans ces rues. On l'a vu pour la Coupe du Monde de rugby, on l'a vu pour le 14 juillet. Noël, c'est une tradition qui n'échappe pas aux Toulousains. Ils ont envie de sortir, ils aiment se retrouver dans ces villages, ils aiment se retrouver en famille. Et voilà, c'est un succès qui ne cesse de grandir d'année en année. Alors, le marché le premier, les places du Capitole, qu'est-ce qu'il caractérise alors que c'est le marché originel? Alors, c'est le marché originel. La place du Capitole, c'est emblématique. Bien sûr. C'est là où le Stade Toulousain fête ses victoires, où le TFC en Coupe de France. Entre autres. C'est ça. Donc, c'est 5000 mètres carrés, c'est à peu près une centaine de chalets. Bien sûr, comme les autres interlocuteurs, c'est des chalets sur la gastronomie. On y trouve des cadeaux, on y trouve des animations pour les enfants. Bon, voilà, c'est classique, mais le lieu est emblématique, il est magique, avec une décoration féerique. Voilà, c'est avec Jean-Luc Modin que c'est notre succès. La place du Capitole, c'est le lieu de rassemblement. Et voilà. Vous avez déployé d'autres marchés un petit peu partout dans la ville, et en l'occurrence un marché artisanal et solidaire, puisque ça c'était important pour vous justement en matière d'écologie et en matière justement d'éthique peut-être. Et je fais une remarque à Cécile qui connaît moins bien Toulouse que moi, ils sont allés Jules Guesde, et les allées Jules Guesde à Toulouse, c'est magnifique. Je connais Philippe David. Même les allées Jules Guesde. Je vous rappelle que j'ai eu un commerce à Toulouse. Je ne le savais pas. Ouh là là. Oui, monsieur. Mais à culpa. Vous ne savez pas tout de moi. Je vous rappelle que je suis commerçant moi aussi. Voilà. C'était votre concurrente, c'est bien. Dans le prêt-à-porter, madame? Non, pas du tout. Donc c'est un marché plutôt artisanal et solidaire, ce qui est important. Voilà. Alors on a ce marché sur les allées Jules Guesde qui est porté par une élue. Voilà, ce qu'on veut, c'est bien sûr avoir une démarche solidaire, locale et durable. Ce sont des artisans locaux qui viennent et voilà, ça plaît aussi à un public qui a envie aussi de plus de sobriété, et c'est un succès qui grandit aussi chaque année. Ça veut dire qu'on va retrouver des cadeaux de deuxième main, par exemple? Alors, il y a du deuxième main, il y a des cadeaux qui sont faits par des artisans locaux, très proches. Le circuit court. Circuit court. On y trouve des produits aussi alimentaires locaux. Voilà, c'est un marché qui marche et qui fait des petits, puisque sur un autre site sur les Ramblas, on fait travailler aussi des artisans locaux. Voilà, c'est une demande qui est forte et ça ne cesse de grandir. Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, veut vous poser une question, Johnny Dunal. Non, je ne vais pas revenir sur la défaite du Stade Toulousain dimanche soir au Stade Français, par amitié pour mes amis Jean-Luc Moudin et Laurence
réponse à Ribagé, mais voilà, vous avez évoqué, chers collègues, là, 1,5 million, c'est énorme, 1,5 million. Moi, c'est ce que j'accueille pour la fête des loges pendant l'été à Saint-Germain-en-Laye. Comment vous gérez la sécurisation du site? Est-ce que vous avez été contraint, je ne sais pas, par la préfecture maintenant, d'avoir un site complètement clos? Est-ce que vous filtrez à l'entrée, ou alors est-ce que vous avez quelque part laissé un accès complètement libre aux passants ou aux chalands? Comment vous gérez ça dans ces dimensions-là? Non, on aimerait bien revenir comme à l'origine, que ça soit un marché ouvert à tous et sans filtrage, mais non, on est obligé encore aujourd'hui d'imposer une jauge. On ferme, on a des entrées, on filtre, on regarde les sacs, bien sûr. On est obligé de faire ça. On a la place du Capitole, c'est au-dessus d'un parking. On est obligé de faire ce qu'on appelle le blanchiment de ce parking pour éviter les attentats. À Toulouse, on est très sensible à ce sujet. Oui. Et on y porte une attention très grande. Voilà, on a tout un système de sécurité que l'on gère avec la préfecture, qu'on réfléchit avec la préfecture. Voilà, c'est quelque chose maintenant qu'on sait faire. Johnny Dunal, on a parlé de la bonne cuisine de l'Alsace avec Guillaume Lipsig. On n'est pas en reste à Toulouse. On n'est pas en reste à Toulouse, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quels sont les plats locaux qu'on déguste le plus facilement sur les marchés de Noël? Je vous laisse donner la réponse, mais j'ai déjà envie de manger, je vous le dis, franchement. On ne peut pas passer place du Capitole sans manger l'aligot. Ça, c'est une obligation. C'est la tradition. L'aligot, c'est le gros succès de la place du Capitole. Voilà. Et après, bien sûr, on va chercher quand même ce qui se fait ailleurs, et notamment en Alsace. On pourra retrouver aussi la choucroute et les pâtes alsaciennes, mais en tout cas, l'aligot, c'est le point fort. Et ça vient d'où? Ça vient de toute l'Occitanie, j'imagine, ou même de plus loin chez vous? De l'aligot? Non, la gastronomie. Oui. Ma question était pas claire. Est-ce que les visiteurs, je parlais des visiteurs, pardon. Moi je parlais de la gastronomie. Oui, mais je change un peu de sujet parce que sinon vous allez grossir, Philippe David. Je pense qu'on est dans les mêmes proportions que M. Péricard disait. Voilà, c'est surtout bien sûr les Toulousains qui viennent, mais après on a toute la métropole qui aime bien venir aussi au centre-ville, et on a quand même plutôt des gens qui viennent des départements limitrophes, qui viennent à Toulouse pour faire leurs achats de Noël, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que ces villages sont là pour attirer le chaland, attirer les gens et à venir consommer dans les magasins de Toulouse. Voilà, ça vient des départements limitrophes. Je ne pense pas qu'on vienne de l'étranger exprès pour notre village, mais bon, comme on a beaucoup de touristes d'affaires à Toulouse, et bien ils en profitent. Ils en profitent, c'est ça. On parlait, de décors recyclables. Est-ce que vous êtes aussi dans cette mouvance? Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de se dire, on parlait des LED, forcément pour moins consommer sur tout ce qui est recyclable aujourd'hui, c'est aussi la droite, la ligne droite d'une mairie comme Toulouse? Bien sûr, on est sensible à l'éco-responsabilité. On n'a pas attendu cette année pour passer au LED. On est 100% LED sur les illuminations de Noël depuis déjà quelques années. Bien sûr, on fait signer à nos commerçants une charte éco-responsable pour l'utilisation de gobelets, de sachets qui soient biodégradables. On récupère les huiles pour tous ces points de restauration. On récupère toutes les huiles usagées. Bien sûr, on est obligé de s'y mettre. Mais on veut pas que ça soit au détriment de la magie de Noël. On défend quand même la magie de Noël. Voilà, la sobriété, c'est pas l'amorosité. Et vous avez fait ce que disait Arnaud Péricard il y a quelques instants. Absolument. Est-ce que vous avez fait pour les chalets, parce que vous avez beaucoup de chalets, rien que sur la place du Capitole, à une petite centaine, tous les chalets sont en bois issus de la filière de bois durable FSC. Expliquez-nous. C'est des conditions quand on a cherché des prestataires pour animer ce village. Bien sûr, on a mis toute une charte et des conditions à remplir, et voilà. Et du coup, on a trouvé ce prestataire qui répond à 100% à tous les critères, de manière à rendre ce village le plus éco-responsable possible. Est-ce que vous avez des santons? Oui. Bah oui, on a des santons. Je vous dis ça parce que dans un instant, en tout cas, ils sont pas fabriqués à Toulouse. Oui, peut-être sont-ils fabriqués à Marseille. On va en parler dans quelques instants justement. Merci beaucoup Johnny Dunal d'avoir été avec nous, conseiller municipal en charge de l'événement. Et le marché de Noël dure jusqu'à quand chez vous? Jusqu'au 24 au soir.
Et ben voilà, c'est un vrai marché de Noël. Vous restez avec nous dans quelques instants des santons de Marseille. C'est tellement connu. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Non seulement on fait bouger la France, mais on vous fait voyager aujourd'hui. On est parti finalement des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, on est descendu à l'est, Strasbourg. On est parti en Occitanie à Toulouse et direction région sud. Marseille. À Marseille. Effectivement, avec notre invité, vous aimez les santons, et on va vous en parler. Michel Bouvier est avec nous, président de l'Union des fabricants de santons de Provence. Rien que le titre fait rêver. Bonsoir Michel Bouvier. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Pour revenir à la genèse, l'histoire des santons, c'est quoi ? Alors l'histoire des santons, ça démarre avec Saint François d'Assise qui a fait dans les Abruzzes en Italie une première crèche vivante. Partant de là, si vous voulez, dans les églises, on a trouvé ensuite des représentations de la naissance de Jésus, des santons. Et à la Révolution, quand les églises ont été fermées, eh bien les Marseillais ont voulu faire eux-mêmes leur crèche. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'ont démarré les santons. Alors les santons... Ah oui, allez-y. Donc c'est un Marseillais qui était né au Panier, un célèbre quartier marseillais, qui le premier a reproduit les santons, et c'est là où a démarré, si vous voulez, la vente à grande échelle, entre guillemets, des santons. Alors les santons, ils sont venus d'Italie, c'est un Marseillais du quartier du Panier qui les a repris. Aujourd'hui, les santons, c'est un peu comme des AOP ou des AOC pour les produits alimentaires, c'est un produit purement provençal, ou il y a des santons ailleurs ? Alors... le santon, ça veut dire petit saint, si vous voulez. Donc on trouve des santons un peu partout dans le monde. D'ailleurs, à Arles, il y a un salon international des santonniers. Mais si vous voulez, nous, les santons de Provence, il faut absolument qu'ils soient fabriqués en Provence. Et donc, on a mis en place une charte où tous les santonniers qui exposent à la Foire aux Santons de Marseille s'engagent à fabriquer uniquement en Provence. Est-ce que c'est forcément artisanal dans une matière particulière ? Oui, c'est complètement artisanal et la matière première, c'est l'argile. D'accord. L'argile qui est façonnée et à partir de ce premier santon, si vous voulez, de cette première sculpture, eh bien on fabrique des moules qui nous permettent de les reproduire, toujours en argile. Aujourd'hui, on fait cuire cette argile pour que les santons soient plus solides, mais au début du siècle, les santons n'étaient pas cuits. Ah oui. Ah oui, c'est fou. Incroyable. C'est un métier en fait d'être santonnier aujourd'hui. Ah, c'est un vrai métier, oui, bien sûr. Il y a des tas d'entreprises qui vivent que de ça toute l'année. Une question, quand on regarde votre site internet, vous parlez pour faire des santons, des céramistes, des mosaïstes et des sculpteurs. Dites-nous tout, parce que finalement les santons c'est passionnant et c'est le vrai artisanat français, comme le dit justement Cécile. Oui, c'est le vrai artisanat, c'est-à-dire il faut être sculpteur dans un premier temps pour pouvoir créer le santon, le premier. Ensuite, il faut être mouleur pour pouvoir le reproduire, et ensuite être peintre, décorateur pour pouvoir le décorer. Il faut être très doué de ses mains, en clair. Un métier complet, quoi. Qu'on adore. Arnaud Péricard, vous êtes maire de Saint-Germain-en-Laye, forcément les santons obligatoires dans un marché. Obligatoire, je peux vous dire que nous, les nôtres, viennent bien de Provence. Merci en tout cas de garantir la traçabilité. C'est important de savoir ce que l'on achète et des vrais santons de Provence. Nous, c'est le stand qui, de très très loin, on a un magnifique santonnier qui vient et c'est vraiment le stand qui marche le mieux. Donc c'est plutôt assez rassurant que les gens continuent à faire des crèches et à acheter des santons. Mais alors moi, si je prends mon cas particulier ou mon cas familial, tous les ans, voilà, j'essaye d'agrandir ma crèche. Et alors il y a toujours des nouveautés. Alors d'où vous viennent un peu, voilà, toutes ces idées d'avoir, est-ce que c'est pas comme le musée Grévin où vous faites dans l'actualité avec de nouvelles figurines, mais vous, alors est-ce qu'il y a des thématiques comme ça que vous imposez tous les ans pour avoir de nouveaux santons ? Le santon 2023. Alors, en fait, si vous voulez, le santon, la crèche en elle-même, c'est pour moi un hymne au travail. Il y a un très joli texte qui dit « Les santons debout en habit de travail ». Et donc, ce que l'on essaie de faire, c'est de retrouver des vieux métiers et de faire des santons qui représentent ces vieux métiers. Alors, on ne peut pas empêcher certains santonniers de coller à l'actualité et de faire à peu près n'importe quoi. Mais ça, c'est notre problème. C'est notre problème. Et on parle de quel métier, par exemple ? Les métiers, forcément les métiers de l'artisanat.
Oui, bien sûr. Alors là, dernièrement, il y a eu le fabricant de savon. Ça n'existait pas. Ouais. On a la vendeuse de savon, on a le paludier qui fait le sel, etc. Et chaque année, on essaie de trouver de nouveaux métiers. Et une question, vous n'avez pas été victime des copies made in China? Parce que c'est forcément. malheureusement quelque chose qui peut arriver. Bien sûr, on a été victime, et même, il y a des santonniers pas très scrupuleux qui sont fabriqués en Tunisie. Et comment on reconnaît, pour ceux qui seraient amateurs, qui voudraient forcément acheter le vrai? Est-ce que c'est marqué en dessous? C'est quoi aujourd'hui Alors, chaque santon est obligatoirement signé par le fabricant. Et si vous voulez, dans la région, on sait quels sont les gens qui ne sont pas corrects et qui fabriquent à l'extérieur. Donc on les évite. Nous, on a pu les chasser de la foire aux santons de Marseille. C'est pour ça que je garantis que tous les santons que vous achetez à Marseille sont fabriqués en Provence. Oui. Après, bien entendu, on a été très largement copiés, mais les copies ne sont pas très bonnes, si vous voulez. Ce qui fait la différence, c'est le matériau utilisé. Oui. Les copies, en général, sont en résine, vous voyez, donc on reconnaît très facilement un santon en résine. Ça se voit. Combien de personnages aujourd'hui dans la famille Santon marseillaise, en tout cas de Provence? Une centaine. Ah oui. Et celui qui fonctionne le mieux? Le plus vendu? Il y a forcément une star chez les Santons? Ouais, le plus vendu, la star, c'est le Ravi. Vous avez tous entendu parler du Ravi. Le Ravi de la Le crèche, Ravi de la crèche. Eh ben, je travaille avec lui, moi. Alors, bienvenue au club, merci de mon effigie. non, contrairement à ce qu'on peut penser, si vous voulez, il est simplement ravi. Ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Non, mais je ne pensais pas ça de Philippe David, ne vous inquiétez pas. Mais vous l'avez il est pensé toujours tellement fort. il est toujours heureux. Est-ce qu'il y a un musée aujourd'hui des Santons? Oui, il y a plusieurs musées de santons. Il y a le musée du Vieux-Marseille où des santons sont exposés. De temps en temps, il y a des expos qui sont faites au MUSEM, par exemple, ou dans des musées très connus. Il y a un musée à Château-Gonbert, à Marseille, du terroir provençal. Il y a le musée d'Arles aussi, le musée Arlatin. Il y a des tas de musées qui exposent des santons. C'est notre culture à nous. Et c'est important. Les santons, alors quand on lit votre site internet, il n'y a pas qu'à Noël que vous aimez ça. En Provence, ça sert pour la décoration, les plaisirs de la table, qu'on aime beaucoup sur Sud Radio, etc. Oui, bien sûr, ça décore parfaitement une table. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a des tas de gens, lorsqu'ils se marient, qui, au lieu d'offrir des dragées, offrent des santons. Vous savez, on les tamponne avec le nom des mariés et la date, et ça marche bien. On revient au métier d'antan avec grâce aux compagnons du devoir. On en a beaucoup parlé pendant après l'incendie de Notre-Dame, où on revient sur ces métiers, justement ce qu'on appelle les métiers de la main. C'est une bonne chose pour une nouvelle génération qui arrive? Oui, bien sûr, parce que ça va leur permettre de renouveler encore les santons et de faire de nouveaux modèles. Si vous voulez, c'est une activité, c'est pas du folklore, c'est de la tradition qui évolue. Et c'est ça qui est important pour les santons. C'est-à-dire que les nouveaux santonniers font des santons qui leur appartiennent, vous voyez, qui sont largement différents des autres. Et quand vous voyez, nous sommes 23 à la foire aux santons de Marseille, il n'y a pas un santon qui se ressemble, bien qu'ils représentent les mêmes personnages. Merci mille fois, Merci, Michel Bouvier, d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Le Ravi de la crèche, je vous salue bien. Le président de l'Union des fabricants de santons de Provence, et on vous souhaite un très joli marché de Noël à Marseille. Merci beaucoup, Arnaud Péricard, d'avoir été avec nous. Merci à vous deux de votre invitation. Et je vous attends à Saint-Germain-en-Laye. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On remercie bien entendu notre équipe. On vous retrouve demain à partir de 17h dans Les Vraies Voix. Dans un instant, Sud Radio à votre service, et ensuite les essentiels de Sud Radio. passez une très belle soirée. Salut, à demain. À demain 17h. Sud Radio à votre